You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You give me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. Ay, 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 ay. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. Ay, 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 ay. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oui, voilà, nous sommes presque, il est déjà 17h13 minutes. Nous pouvons déjà débuter. Voilà, nous tenons à remercier tout le monde pour cette participation active. De prime abord, nous remercions l'équipe de chirurgie de Saint-Louis, chirurgie digestive, oncologique et endocrinienne, qui, ensemble avec l'hôpital Saint-Louis, ont accepté de nous prêter main forte pour cette formation. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre formation, nous allons entretenir avec le docteur Daniel sur la chirurgie bilio-pancréatique. Et nous demandons à tout le monde de pouvoir désactiver son micro pour permettre une bonne audition. Et les questions seront posées au fil du temps, juste après l'intervention. Sinon, docteur Daniel, à vous la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et Monsieur Catan qui m'a proposé de vous faire ce cours donc en chirurgie bilio-pancréatique. Effectivement, si les gens peuvent avoir le micro désactivé pour qu'on s'entende au mieux, ce sera parfait. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser par le biais du module de chat qu'il y a dans Zoom, qui vous permet de poser des questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Ce sera peut-être le mieux pour pas trop se disperser en fonction des diapos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de chirurgie bilio-pancréatique. Moi, je suis chirurgien digestif à l'hôpital Saint-Louis, à savoir que j'ai une formation assez longue à l'hôpital Paul Brousse, qui est un centre de référence en France en chirurgie hépato-bilio-pancréatique et de transplantation. Et c'est aussi pour ça que le professeur Catan m'a confié ce cours spécifiquement. Alors, de quoi va-t-on parler pendant ce cours en chirurgie hépato-bilio-pancréatique? Vous voyez, c'est grosso modo, on va s'intéresser à cette région anatomique avec le foie, ici, le pancréas et les voies biliaires et la voie pancréatique qui viennent se rejoindre dans le duodénum. On va essayer de parler des pathologies qui touchent les voies biliaires et le pancréas. Alors, pathologie des voies biliaires, pathologie des pancréas, c'est un cours qu'on m'a demandé de faire en 1h30. C'est impossible à résumer en 1h30. On pourrait passer rien que plusieurs heures juste sur les pathologies du foie avant même de pouvoir tenter d'aborder le pancréas. Donc, j'ai décidé de me concentrer grosso modo sur deux choses. La tumeur la plus fréquente, vous le verrez, qui au niveau de la prise en charge, et au niveau de tumeur pancréatique, sur l'adénocarcinome du pancréas, qui pareil est la tumeur la plus fréquente pancréatique, plus de 90% des tumeurs pancréatiques. Et en abordant ces deux principales tumeurs, on aura déjà fait une grosse partie finalement de la prise en charge de la chirurgie bilio-pancréatique. La chirurgie bilio-pancréatique, c'est une chirurgie qui est très spécifique. C'est une chirurgie qui demande beaucoup de planification, qui demande beaucoup d'examens complémentaires, scanner, IRM, écho-endoscopie, parce que c'est une chirurgie qui est quand même sujette à
un grand nombre de variations anatomiques, que ce soit des variations vasculaires pour, par exemple, le foie, entre les différentes variations artérielles, les différentes variations de la bifurcation portale, mais également les variations, par exemple, biliaires, toujours pour le foie, avec des canaux qui ne se divisent pas exactement comme dans les livres d'anatomie, avec un canal droit et un canal gauche, et qui peuvent avoir des conséquences lourdes, voire dramatiques, si on opère le patient sans savoir qu'il existe une variation anatomique. On peut se retrouver à retirer une partie d'un foie avec une vascularisation qui va être complètement déconnectée, et on va mettre en péril, évidemment, le foie qui va rester, et le patient va se retrouver en insuffisance hépatocellulaire. Ça, c'était pour la petite parenthèse. On va commencer tout de suite par donc les tumeurs biliaires, et c'est le cholangiocarcinome hilaire. Le cholangiocarcinome hilaire, c'est un cholangiocarcinome qui va toucher la voie biliaire, d'accord? Hilaire parce que c'est une tumeur qui va s'implanter au niveau du hile. On l'appelle autrement la tumeur de Klatskin. C'est une tumeur biliaire, la famille des adénocarcinomes, qui est une tumeur d'un canal biliaire le plus souvent principal, et qui va envahir la convergence biliaire. La convergence biliaire, comme vous voyez sur le schéma, c'est la division des canaux biliaires en canal droit et canal gauche. Le canal droit se divise en canal postérieur, vous voyez qu'il fait un arc de cercle comme ça et qui plonge, et en canal biliaire antérieur droit. Le canal gauche, lui, va se diviser en canal du 4, canal du 2 et canal du segment 3. Cette tumeur et ce cholangiocarcinome hilaire est également appelé cholangiocarcinome extrahépatique, bien que la tumeur se trouve finalement dans le foie, en comparaison, en opposition au cholangiocarcinome intrahépatique, qui sont également des tumeurs biliaires, des adénocarcinomes biliaires, mais qui touchent les voies biliaires très très distales et qui vont faire plutôt des masses, des boules au niveau hépatique, aux dépens du canal biliaire duquel elles se développe. Le cholangiocarcinome hilaire, lui, va se développer autour ici de la convergence et de la voie biliaire principale, avec un mécanisme un peu particulier d'envahissement biliaire et non pas de formation de tumeurs sous forme de masse, mais plutôt un envahissement avec une extension le long des canaux biliaires. Et vous allez voir que ça joue un jeu pour la prise en charge des malades. Le diagnostic de ce cholangiocarcinome, il est tout d'abord clinique. C'est un patient qui vient avec un ictère rétentionnel, une jaunisse, une bilirubine très élevée qui s'est installée assez rapidement, une altération de l'état général puisqu'il y a comme une tumeur, et le patient avec cet ictère, cette jaunisse, en plus, a perdu l'appétit, mange moins depuis quelques semaines et consulte donc pour ictère. Biologiquement, vous allez retrouver une cholestase au niveau de la prise en charge des patients avec une augmentation de la gamma-GT et de la bilirubine. Et cette stagnation de bilirubine, cet ictère, va également provoquer une baisse du TP du patient avec un facteur 5 qui est normal, ce qui va vous permettre de dissocier l'origine de la baisse du TP. Le TP est bas parce que le patient séquestre sa bile. Si le patient séquestre sa bile, il ne réabsorbe pas de vitamine K. S'il ne réabsorbe pas de vitamine K, il ne fabrique pas ces facteurs vitamine K dépendants qui sont très importants dans le TP. En revanche, le facteur 5 qui lui est fabriqué par le foie va être normal, et ça vous permet donc de distinguer un patient qui aurait une cirrhose, donc une insuffisance hépatocellulaire, et qui lui aurait une baisse du TP et une baisse du facteur 5. Très rapidement, le patient va avoir des examens morphologiques, une échographie, souvent en première intention, parce que quand on voit un patient arriver avec un ictère, on ne pense pas tout de suite à une tumeur, on pense peut-être à un obstacle lithiasique de calcul. On va faire un scanner. Très rapidement, on va aller à l'IRM hépatique et la cholangio-IRM, c'est-à-dire l'IRM des voies biliaires, qui va permettre d'observer le défect intraluminal. Et on peut également proposer une échoendoscopie aux patients, mais souvent, la cholangio-IRM suffit pour le diagnostic de la prise en charge. Une fois qu'on a cette masse au niveau du pédicule, il faut encore qu'il y ait confirmation de ce cancer. Les marqueurs tumoraux que l'on va réaliser pour diagnostiquer la tumeur sont l'ACE et CA19-9, qui sont relativement sensibles, mais pas du tout spécifiques. Ce sont aussi des marqueurs de la cholestase. Donc, le patient qui arrive avec une bilirubine à 200, eh bien, le CA19-9 est souvent ininterprétable. Il va être forcément élevé, qu'il y ait tumeur ou qu'il n'y ait pas de tumeur. Donc, il faut doser évidemment le CA19-9, mais bien faire attention au taux de bilirubine du patient. Si cette bilirubine est trop élevée, il faudra redoser le CA19-9 dans un second temps. Et puis, on va essayer de prouver cette tumeur avec une cytologie, soit par CPRE avec un prélèvement de bile ou un brossage
des voies biliaires, mais la cytologie est assez pauvre en cellules et demande donc un anatomopathologiste, un cytologiste qui est entraîné. L'autre alternative, c'est de faire une biopsie. On a plusieurs façons, hein. On peut la faire sous écoguidage, mais attention, je viens de vous dire que le cholangiocarcinome et qui vous répond que en fait, c'est négatif, c'est pas parce que le brossage et l'endoscopie sont négatifs que la tumeur n'existe pas. Il faut vraiment se fier et pousser au maximum les examens chez un patient qui est ictérique avec un aspect infiltré du pédicule hépatique pour ne pas passer à côté d'un cholangiocarcinome. Mais attention aux faux positifs. Il faut traquer le cholangiocarcinome puisque c'est une maladie grave, une maladie qui est mortelle, mais ne pas surtraiter, parce que la chirurgie du cholangiocarcinome est une chirurgie extrêmement complexe. Il y a un grand nombre de faux positifs, comme toutes les lésions inflammatoires, les pseudotumeurs inflammatoires. Alors pour le coup, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à un cholangiocarcinome. On va avoir des biopsies qui vont être négatives et puis probablement qu'on ira jusqu'à la chirurgie parce que ça a quand même un aspect de tumeur et c'est l'anatomopathologiste qui nous dira que c'est une pseudotumeur, ce n'est pas tumorale, c'est juste de l'inflammation chronique sur les voies biliaires. La cholangiopathie du sida qui peut également former ce type d'infiltration, la cholangite à IgG4, donc la cholangite auto-immune qui est également associée dans 90% à des pancréatites, donc c'est souvent des patients qui ont des pancréatites plus une infiltration du IL hépatique. Il faut que ça mette la puce à l'oreille et on trouve assez facilement le diagnostic différentiel en faisant un taux sérique d'IgG4. La cholangite aénosinophile, la cholangite folliculaire, la sarcoïdose ou la xanthogranulomatose, qui sont pour le coup vraiment des étiologies très très rares de ces tumeurs périles. La particularité de ce cholangiocarcinome, ou plutôt les particularités, elles sont au nombre de 4. Un envahissement vasculaire, qui va jouer énormément sur la prise en charge thérapeutique. L'extension tumorale le long des voies biliaires, ce que je vais expliquer, ça ne forme pas une masse. Ça vient infiltrer les voies biliaires tout au long de l'arbre biliaire, ce qui rend parfois assez rapidement, malgré une infiltration qui est très courte, très peu volumineuse, en fait, la résection impossible parce que vous vous retrouvez avec des voies biliaires qui sont atteintes très loin en distalité après la bifurcation et une chirurgie qui devient impossible. Un envahissement des filets nerveux périhilaires qui a un impact sur le pronostic et également un envahissement ganglionnaire très souvent présent et qui a un impact important sur le pronostic. L'envahissement vasculaire, je voulais schématiser ici cette masse, cette infiltration autour de la voie biliaire, il peut être artériel, il peut être portal. Dans le pédicule hépatique, la veine porte, l'artère et la voie biliaire sont des structures extrêmement proches dans l'anatomie en 3D. Donc, vous imaginez bien qu'une infiltration de la voie biliaire peut également venir grignoter l'artère. Vous voyez ici sur cette artériographie à gauche, on voit le cathéter là, ça c'est l'artère hépatique commune, et ici la division avec la branche droite de l'artère hépatique et la branche gauche en fait qui n'existe plus. Elle n'existe plus parce qu'elle a été grignotée par la tumeur. Ici, pareil, c'est une portographie, donc c'est pour le coup un cathéter dans la veine porte. Vous voyez très très bien ici la branche porte, là au niveau de ma souris la branche porte droite, et puis là où devrait naître la branche porte gauche, vous voyez un début de départ de branche porte gauche, elle n'existe pas, cette branche porte gauche, parce qu'elle a été également envahie par la tumeur. Et si ce patient a une lésion qui envahit pour le coup sur le plan biliaire plutôt le foie droit, donc il faudrait lui enlever le foie droit et laisser le foie gauche, et là ça devient très compromis puisqu'on n'avons plus de vascularisation portale au niveau du foie gauche de ce patient. L'envahissement, comme je vous l'ai expliqué, était biliaire. Ça ne forme pas une masse comme des tumeurs coliques par exemple ou comme les carcinomes hépatocellulaires ou les adénocarcinomes du pancréas. C'est une infiltration le long des parois biliaires. Cette infiltration le long des parois biliaires, elle a été très bien expliquée, très bien montrée par M. Henri Bismuth, qui était l'ancien chef de service de Paul Brousse, dans sa classification de Bismuth qu'il a fait avec Corlett, et qui classifie 5 types différents avec 4 stades d'envahissement
biliaire, vous allez le voir tout de suite, en fait, c'est assez simple. Ça permet très rapidement de se rendre compte de la résécabilité ou non d'une tumeur. Le type 1, c'est une lésion qui se retrouve sous la convergence, c'est-à-dire sous la bifurcation de la voie biliaire, qui va plutôt intéresser la voie biliaire principale. Le type 2, c'est une lésion qui remonte jusqu'à la convergence, donc jusqu'au toit de la convergence. C'est ça qui est important. Le toit de la convergence, c'est ici, je vous le montre sur l'écran, c'est la jonction qui existe entre les deux canaux. Et ici, le toit, il est envahi. Si le toit est envahi, on ne peut pas garder la convergence. Il va falloir couper votre voie biliaire ici pour la voie biliaire droite, ici pour la voie biliaire gauche, et faire 2 coutures avec 2 anastomoses biliodigestive sur le canal droit et sur le canal gauche. Alors que ici, sur le type 1, il suffira de couper très haut ici, juste avant la convergence, la voie biliaire, et on aura une seule anastomose biliodigestive à faire. Sur le type 3A, eh bien, en fait, pourquoi c'est différent du type 2? Parce qu'en fait, la bifurcation secondaire est atteinte. Et vous voyez bien que la section que j'ai fait ici au niveau du type 2 n'est plus possible, sinon on va couper dans la tumeur. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de sectionner la voie biliaire ici au niveau du canal gauche, mais également d'enlever tout le foie droit du malade pour ne laisser que le foie gauche avec une anastomose biliodigestive sur le canal gauche. L'avantage des lésions qui envahissent le canal droit, eh bien, c'est que vous voyez, le canal gauche est très très long, beaucoup plus long que le canal droit au niveau de sa bifurcation. Je vous le montre là sur le type 1. C'est un canal gauche qui est très long. Donc, même si on a un petit envahissement qui vient ici grignoter le début du canal gauche, eh bien, on peut se permettre d'aller couper très loin sur le canal gauche et de faire l'anastomose sur le canal gauche. Si c'est un envahissement du canal droit, très rapidement, on a le canal droit atteint. Le type 3B, c'est justement un envahissement de ce canal gauche qui remonte très haut. Eh bien, c'est pareil en miroir que ce qu'on vient de dire sur le 3A. Il va falloir couper la voie biliaire ici au niveau du canal droit, parfois même la couper ici très haut, et on va se retrouver avec 2 canaux à anastomoser, le canal antérieur, le canal postérieur. Et bien évidemment, on ne pourra pas faire autrement que d'enlever tout le foie gauche du patient. Enfin, la classification type 4, et là, on se retrouve dans une impasse thérapeutique. Vous voyez que le canal droit est atteint jusqu'à la convergence, le canal gauche est atteint également jusqu'à la convergence secondaire. Et là, malheureusement, il n'y a pas de chirurgie possible pour ces patients. Ce sont des patients qui sont considérés comme non résécables. Il y a quelques protocoles qui tentent pour ces malades-là, des malades très sélectionnés, qui reçoivent de la chimiothérapie d'abord, de la radiothérapie ensuite, qui ont une célioscopie exploratrice notamment, à qui on propose une transplantation hépatique. C'est vraiment des cas très très rares et très isolés dans le cadre pour l'instant de protocoles. Donc, cette classification de bismuth est très importante parce que c'est elle qui va finalement déterminer si votre patient est opérable ou pas et opérable dans quelles conditions. Vous vous doutez bien que sur un patient avec une tumeur de type 1 où il n'y a, entre guillemets, que la voie biliaire principale à réséquer, ce n'est pas tout à fait la même intervention que quand il s'agit de lui enlever tout le foie droit avec une anastomose biliodigestive qui se fait au fond du foie gauche restant. Le troisième enjeu, après l'envahissement vasculaire, l'envahissement biliaire, c'est l'envahissement périnerveux de ces tumeurs. Ces tumeurs, comme je vous l'ai dit, filent le long des voies biliaires et le long des voies biliaires, on a des lymphatiques et des filets nerveux. Cet envahissement périnerveux est très important et un facteur de très mauvais pronostic. Vous pouvez voir sur ce travail qui avait été publié une dizaine d'années maintenant, en noir complètement la survie des patients sans invasion périnerveuse, en trait un petit peu plus clair les patients avec une invasion périnerveuse et en pointillé les patients qui étaient non résécables. Vous voyez qu'il y a une différence évidemment entre les périnerveux et les non résécables, mais ceux qui sont périnerveux négatifs, donc ceux qui sont tout en haut, vous voyez que la survie est impressionnante par rapport, enfin en tout cas bien meilleure que ceux qui ont une invasion périnerveuse. L'invasion périnerveuse, malheureusement à ce stade en tout cas, et en 2022, n'est toujours pas détectable. Donc, c'est un facteur pronostic, mais qu'on aura seulement en post-opératoire, finalement, pour les patients, au compte-rendu anatomopathologique qui nous répondra s'il y a ou pas de l'invasion périnerveuse. Dernier enjeu des cholangiocarcinomes, c'est l'envahissement ganglionnaire.
comme je vous l'ai dit, le long des voies biliaires, vous retrouvez les filets nerveux et vous retrouvez les canaux lymphatiques, avec un drainage ganglionnaire du foie et de la vésicule qui se fait vers le bas et vers la grande courbure gastrique. C'est pourquoi vous retrouvez très souvent des envahissements ganglionnaires, même sous-duodénaux, en fait, rétropancréatiques, des envahissements ganglionnaires au niveau du pédicule hépatique et des envahissements qui se font le long de la grande courbure en remontant jusqu'au cardia avec parfois des adénopathies péricardiales chez ces malades-là. L'envahissement ganglionnaire, le patient N+, c'est des patients qui sont d'extrêmement mauvais pronostic. Si on superposait les courbes, ce sont des patients qui ont quasiment la même survie que les survies périneurales. En fait, elles sont même un tout petit peu en dessous. Donc, c'est quasiment la même survie que les patients qui sont non résécables. C'est pourquoi il est important dans le bilan, comme je vous l'ai dit, de bien faire le scanner, de bien faire l'IRM, voire même de faire un PET scanner à la recherche d'un envahissement ganglionnaire, puisque si le patient est N+, avant même de l'avoir mis au bloc, en général, c'est une contre-indication à la chirurgie d'emblée, ou en tout cas, il faut au moins faire une chimiothérapie première pour essayer de négativer les ganglions du patient avant de pouvoir espérer l'opérer. Enlever ce type de tumeur où la chirurgie est très morbide à des patients dont on sait qu'ils ont des ganglions positifs, ce n'est pas une bonne solution, puisqu'on se retrouve souvent dans ces cas-là avec des patients qui ont des survies catastrophiques et qui ont reçu en plus de ça une chirurgie extrêmement lourde. Quel est le traitement chirurgical donc, de ce cholangiocarcinome? J'ai évidemment commencé déjà à vous en parler. Le type 1, c'est la résection de la voie biliaire principale. Je vous refais le schéma comme ça. Ça vous permet de vous mettre un petit peu plus les éléments en mémoire. Résection de la voie biliaire principale sous la convergence avec une anastomose bilio-digestif. Le type 2, il va falloir réséquer la convergence, donc se retrouver sur le canal droit, sectionner le canal gauche et réséquer toute cette partie-là de la voie biliaire principale avec une anastomose qui va donc se faire sur le canal droit et sur le canal gauche. Ici, on a une seule anastomose de ce côté-là. Pour ce qui est des lésions du 3A, donc c'est-à-dire qu'ils vont envahir les canaux secondaires à droite, eh bien, il va s'agir d'une section au niveau du canal gauche avec une hépatectomie gauche qui emporte la voie biliaire principale et donc une anastomose qui va être faite au niveau du canal gauche. Pareil en miroir pour ce qui est des types 3B, où on va cette fois-ci faire une hépatectomie gauche avec résection complète de la voie biliaire. Tac, une anastomose sur le canal gauche. Pour ce qui est des types 4, eh bien, ce sont des malades qui malheureusement ont une maladie non résécable, donc non opérable en tout cas en l'état. Évidemment, pour ce qui est des résections de type 3A et de type 3B, ce sont des résections extrêmement complexes parce qu'on se retrouve à enlever tout un hémifoie droit ou tout un hémifoie gauche, parfois même une hépatectomie droite élargie. Et dans ces cas-là, il faut bien être sûr qu'on va laisser suffisamment de foie au patient, que le patient se retrouve une insuffisance hépatocellulaire en post-opératoire. Dans ces cas-là, il est nécessaire de faire une volumétrie grâce au scanner du foie restant et de calculer les rapports de foie restant par rapport au poids du patient qu'on opère. Je ne rentre pas plus dans les détails de la chirurgie parce qu'encore une fois, chacun des types de résection, ce sont des chirurgies qui sont très particulières avec des préparations particulières des malades, avec des drainages qui doivent être faits par voie endoscopique, par voie percutanée, qui sont extrêmement techniques et qui sont finalement qui s'adaptent à chacun des patients. Mais je vais un tout petit peu vous développer les résultats. Qu'est-ce qu'il en est finalement de ces patients qu'on arrive à opérer? Si on prend tous les cholangiocarcinomes, et vous voyez que la survie globale est pas catastrophique, mais on est évidemment loin des survies comme les cancers du côlon. Il y a plus de la moitié des malades qui sont morts à 5 ans, avec 41% de survie globale à 5 ans. Si on prend les patients qui ont été opérés de manière curative, c'est-à-dire ceux que vraiment on est allé opérer en étant sûr d'aller les guérir, finalement, vous voyez, on ne fait pas beaucoup mieux que ceux qu'on a opérés en n'étant pas sûr de pouvoir les guérir. On est toujours à moins de 50% de survie à 5 ans. Les récidives sont extrêmement fréquentes. Il y a seulement un tiers des patients qui n'ont pas récidivé à 5 ans. Et pour ce qui est des résections non curatives, c'est-à-dire si on va opérer le malade alors qu'on sait qu'il est N+, alors qu'on sait qu'on va laisser de la tumeur, vous voyez, on a des survies entre 10 et 15% à 5 ans. Preuve qu'il ne faut pas opérer les patients pour lesquels on sait qu'on va faire une mauvaise chirurgie, entre guillemets, en tout cas une chirurgie carcinologiquement non complète. Vous voyez que chez ces malades-là, la moitié des malades
sont décédés à 1 an. Donc vraiment, les patients pour lesquels on sait d'emblée que la chirurgie ne passera pas, il ne faut pas être tenté et aller les opérer. Ou en tout cas, si on découvre en péropératoire une contre-indication, pareil, savoir faire marche arrière. Le patient aura probablement plus de bénéfices de ne pas être opéré, de ne pas avoir des suites opératoires compliquées et de recevoir le plus rapidement possible une chimiothérapie qui sera adaptée à sa tumeur. En conclusion, c'est donc une chirurgie du cholangiocarcinome qui est une chirurgie complexe et qui ne s'improvise pas à cause, comme je vous l'ai dit, des rapports anatomiques de la voie biliaire dans le pédicule hépatique, de l'évolution et de l'histoire tumorale de ces malades avec une tumeur qui fuse le long des voies biliaires, qui vient envahir les filets nerveux et les ganglions, et des enjeux oncologiques de cette tumeur qui reste une tumeur très agressive. Les patients ne doivent être opérés que si on arrive à atteindre l'ensemble des objectifs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire être sûr de faire une résection chirurgicale R0 avec des marges négatives en péropératoire. Un patient qui est N0, donc on est sûr qu'il n'a pas de ganglion en bilan préopératoire. Évidemment, si on opère un patient qui était négatif et que l'ANAPAT nous répond qu'il est N+, en post-opératoire, évidemment, ça, on ne pouvait pas le prévoir. C'est un mauvais pronostic, mais en tout cas, on ne pouvait pas le prévoir. Si en préopératoire, le patient est N+, c'est une contre-indication à la chirurgie d'emblée. Il faut que la reconstruction soit possible, comme je vous l'ai dit dans les schémas de résection chirurgicale. Il faut pouvoir faire une reconstruction. Ici, être sûr de pouvoir faire une couture sur le canal gauche. Ici, être sûr de pouvoir faire une couture, voire deux, si on est obligé de couper très haut sur le canal droit. Et un parenchyme restant via la tectomie tiers du volume hépatique. Et puis, il faut être sûr que ce tiers restant va être suffisant en termes de volume, donc de poids, par rapport au poids du patient qu'on opère. Voilà pour la partie cholangiocarcinome. Tout à l'heure, vous pourrez poser des questions. Encore une fois, je n'ai pas développé de manière extrêmement spécifique la prise en charge chirurgicale de A à Z de ces patients, puisqu'encore une fois, ça dépend du patient. Si le patient il a un volume de foie suffisant, il n'y a pas besoin de faire d'embolisation portale. Si le patient il a une obstruction biliaire qui n'est pas très importante, il n'y a pas forcément besoin de le drainer, ou en tout cas pas besoin de le drainer longtemps, etc. etc. Tout ça, c'est des différentes alternatives qu'on discute au cas par cas. Ce sont vraiment des dossiers individuels pour chaque malade. Deuxième partie du cours sur le cancer du pancréas. Et vous verrez qu'on va plutôt développer l'adénocarcinome du pancréas. Donc, on passe dans une région anatomique juste en dessous de la voie biliaire et du foie, avec donc le pancréas qui est un organe particulièrement profond. On le voit sur ces coupes de profil de patients. Un organe qui est profond, rétropéritonéal, avec des rapports vasculaires particulièrement complexes. On va le voir dans un instant. Vous voyez, le pancréas est ici, sur cette coupe de scanner. C'est cette glande un peu comme ça, floconneuse, un peu comme un nuage, avec ici, vous le voyez, le canal pancréatique principal, qui est le canal de Wirsung. Eh bien, cette glande est très profonde, collée ici, elle vient se poser sur la veine porte, très à proximité de l'artère mésentérique supérieure. Et la tête du pancréas, elle, est posée sur la veine cave inférieure. Vous le voyez ici. Donc, des rapports vasculaires avec des vaisseaux qui sont importants, des structures nobles, si on peut dire, la veine porte, la veine cave, l'aorte, l'artère mésentérique supérieure, le tronc cœliaque, des rapports anatomiques très proches avec ces structures-là. Le pancréas, il a deux fonctions, une fonction exocrine avec la fabrication des enzymes pancréatiques qui vont principalement servir à la digestion et à la réabsorption. Également une fonction endocrine qu'on connaît beaucoup plus, comme pour les patients diabétiques, avec la fabrication de l'insuline et du glucagon, ces deux enzymes servant à la régulation de la glycémie. Je vous parlais tout à l'heure de contact vasculaire très proche. Vous voyez sur ce schéma, hein, là, comme c'est une coupe axiale, c'est peut-être plus difficile à s'imaginer. Vraiment, le tronc cœliaque, il est juste à côté du pancréas. Et le pancréas, il est posé sur la veine porte et posé sur l'aorte, l'artère mésentérique supérieure que vous voyez là, et le tronc cœliaque donc en haut.
Les pancréatectomies, pour quelles indications? Je vous l'ai dit que le tumeur pancréatique, c'est un large fourre-tout. Il y a tout un tas de tumeurs différentes. L'adénocarcinome représente plus de 90% des tumeurs du pancréas opérées, et en tout cas prises en charge existantes. Les autres tumeurs sont les tumeurs ampulaires. Donc là, on est vraiment sur l'ampoule de Vater. Ce ne sont plus les tumeurs pancréatiques comme les ampulomes, les cancers du duodénum ou les cholangiocarcinomes. On en a parlé tout à l'heure pour le cholangiocarcinome périhilaire. Il existe également des formes de cholangiocarcinome de la voie biliaire principale, donc très en distalité vers le bas, vers la tête du pancréas. Les tumeurs neuroendocrines, les cystadénocarcinomes, les tumeurs intracanaires papillaires et mucineuses qu'on appelle les TIPMP, les TSTP, ce qui sont des tumeurs extrêmement rares du pancréas. On va s'intéresser à l'adénocarcinome parce que finalement, c'est un très bon modèle pour la chirurgie pancréatique, vous allez voir, et surtout, c'est la lésion la plus fréquente retrouvée dans l'adénocarcinome. L'adénocarcinome est une augmentation constante dans le monde entier, en France également, puisque 13 600 cas actuellement par an entier à l'incidence. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux? Est-ce lié tout simplement parce que la population vieillit? Et comme la population vieillit, on est plus à même de découvrir des tumeurs. C'est difficile, en tout cas pour l'instant, d'avoir une réponse à cette question. L'augmentation l'incidence est en augmentation continuelle, mais le pronostic est toujours aussi sombre. Et l'adénocarcinome pourrait devenir, d'ici quelques années, d'ici la fin de la décennie, la deuxième cause de mortalité par cancer, alors même que l'adénocarcinome du pancréas, c'est seulement le 5e ou 6e cancer digestif. Et si on prend tous les cancers confondus, sein, poumon, prostate, c'est le 7e ou 8e cancer au monde en nombre de cancers. Et pourtant, sa mortalité est vraiment importante et donc pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer. La chirurgie, c'est le seul traitement curatif de l'adénocarcinome du pancréas. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, la moitié des patients, au moment où on leur diagnostique le cancer curable, un tiers d'entre eux, environ 30-35% des malades, ont une maladie qui est dite localement avancée. Une maladie localement avancée, c'est une maladie avec une tumeur importante. C'est une maladie qui vient toucher les vaisseaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le pancréas est posé sur un certain nombre de vaisseaux importants. Donc, une tumeur qui vient toucher la veine cave, toucher la veine porte. Donc, ce n'est pas une tumeur qui n'est pas résécable, mais c'est en tout cas une tumeur qui vient se toucher les structures nobles. Pour ce qui concerne les malades avec une tumeur résécable d'emblée, ce n'est qu'environ 15% des patients au diagnostic. Donc, vous voyez, un pronostic très sombre aussi parce que le diagnostic est tardif. On va le développer dans quelques instants. Évidemment, il y a eu des progrès dans la prise en charge du cancer du pancréas, notamment par les traitements systémiques, avec l'arrivée du FOLFIRINOX et l'arrivée de la gemcitabine Abraxane. Tout d'abord pour les patients métastatiques, maintenant comme traitement adjuvant des patients opérés, et très bientôt, avec les prochains résultats des essais qui se sont terminés ou qui sont en cours, en traitement néo-adjuvant, c'est-à-dire avant d'opérer les patients. Les progrès de ces traitements systémiques sont importants. Ils ont vraiment amélioré la survie des patients qu'on diagnostique ou qu'on opère. Mais malheureusement, et ça c'est un point important à signaler, on est toujours en retard sur ce qui concerne le diagnostic de l'adénocarcinome du pancréas avec des patients qui arrivent à un stade très tardif. Et vous voyez que la survie globale, alors qu'on a quand même des chimiothérapies qui sont de plus en plus efficaces, tout stade confondu, la survie globale à 5 ans est de 9%, moins de 10%. Alors encore une fois, il faut savoir qu'il y a une petite dizaine d'années, cette survie, elle était de 4-5%. Donc on peut quand même se dire qu'on a réussi à doubler presque la survie des patients à 5 ans, mais moins de 10% de survivants à 5 ans, ça reste des résultats extrêmement mauvais et la preuve d'une tumeur extrêmement agressive. Comment est-ce qu'on diagnostique l'adénocarcinome du pancréas? Eh bien, souvent, le retentissement fonctionnel il est tardif avec des patients qui arrivent avec une lésion importante, un ictère, des douleurs, un amaigrissement. L'ictère parce que la tumeur au niveau de la tête du pancréas va comprimer la voie biliaire principale, des douleurs, un amaigrissement parce que la tumeur qui est plutôt localisée au niveau de la queue du pancréas, eh bien, elle va être très volumineuse, souvent plus de 5-6 cm de diamètre. Et elle va finir par créer des douleurs, ce qui amène le patient à consulter.
Le marqueur tumoral principal à réaliser, c'est le CA19-9, qui, pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le cholangiocarcinome, est dépendant de la bilirubine. Donc, attention aux chiffres de bilirubine chez les malades. Pour ce qui concerne l'imagerie, souvent les patients auront une échoendoscopie en premier. Cette échoendoscopie permettra éventuellement de faire une biopsie, si on n'est pas certain, et d'évaluer la taille de la tumeur et les contacts vasculaires. Cependant, on peut très souvent se passer de l'échoendoscopie pour poser le diagnostic, puisque la lésion au scanner est assez typique, avec un scanner abdominopelvien, en demandant un temps d'injection pancréatique. C'est un temps qui est réalisé 45 secondes après l'injection de produit, là où le temps artériel, c'est environ à 30 secondes, et le temps portal, on est plutôt à 50-55 secondes. C'est un temps intermédiaire qu'il faut demander spécifiquement pour le pancréas. Et sur ce temps pancréatique, il va vous observer ici, hop, je vous mets la flèche sur le scanner, une lésion hypodense située au niveau de la queue du pancréas, qui ne prend pas particulièrement de contraste. C'est vraiment une hypodensité et c'est une image typique d'adénocarcinome du pancréas avec des contours flous, lobulés, difficiles à déterminer. Le scanner thoracique sera évidemment nécessaire pour rechercher les métastases pulmonaires et l'IRM hépatique maintenant en France qui est recommandé de manière systématique à la recherche de métastases hépatiques qui pourraient passer inaperçues et qui contre-indiqueraient une chirurgie. Je vous l'ai dit, le diagnostic est souvent très tardif chez les malades. Les obstacles sont d'abord diagnostiques, parce que l'organe il est profond, on l'a vu tout à l'heure, parce que le retentissement fonctionnel il est tardif, les ictères, douleurs, l'amaigrissement. Donc souvent le patient arrive avec sa lésion, mais également des métastases déjà présentes au niveau du foie. Mais également l'obstacle de la prise en charge des malades, il est thérapeutique. Malgré les améliorations des chimiothérapies, eh bien, ça reste une tumeur qui est très peu vascularisée, contrairement à d'autres tumeurs, comme le CHC par exemple. Une tumeur qui est très peu vascularisée, donc par définition, la chimiothérapie que l'on va administrer en intravasculaire, eh bien, a une diffusion très médiocre dans la tumeur pancréatique, et donc une forme de chimio-résistance de cet adénocarcinome du pancréas. L'autre obstacle thérapeutique, on vous l'a dit, c'est les rapports anatomiques. Ici, vous voyez la veine cave qui est dessinée. Juste à côté, l'aorte. Donc ici, la veine cave. Hop. Ici, l'aorte. Hop. Ici, le tronc-porte. Et à côté, l'artère mésentérique supérieure. Hop, désolé, j'essaie d'écrire avec la souris. Et à côté, l'artère mésentérique supérieure, eh bien, vous voyez que la tumeur peut très rapidement envahir un de ces 4 vaisseaux. Et il est nécessaire, quand on opère, de bien s'assurer, notamment quand on fait le décollement avec la manœuvre de Kocher, de bien s'assurer en passant la main que la lésion ne va pas envahir la veine cave, ne va pas envahir l'aorte et ne va pas envahir les plus petits vaisseaux. Et quand on opère un adénocarcinome de la tête du pancréas, vous voyez ici, ça c'est le pancréas qui est sectionné. Eh bien, on se retrouve à nu avec la veine porte, ici, la veine splénique, ici même, l'artère mésentérique supérieure, le tronc cœliaque avec l'artère hépatique qui remonte jusque dans le foie, et ici en arrière, la veine cave, toutes ces structures qui ont été mises à nu, ici l'artère mésentérique supérieure, et ici le tronc cœliaque. La quand on a une lésion de la tête du pancréas, on ne peut pas retirer juste la tête du pancréas puisque ce pancréas est fixé dans le duodénum. Il va donc falloir retirer le duodénum en sectionnant l'antre gastrique, en sectionnant le jéjunum, sectionner évidemment le pancréas pour déconnecter la lésion du reste du pancréas. Et comme la voie biliaire rentre dans le pancréas, pareil, on ne peut pas la démonter, on est obligé de la sectionner au-dessus de l'insertion du cystique. Donc on va retirer toute cette partie de tissu en monobloc pour faire cette duodéno-pancréatectomie céphalique.
au niveau du scanner, vous voyez, ça nécessite sur les plans vasculaires, je vous l'ai montré sur la photo tout à l'heure, de bien contourner le tronc-porte, bien contourner l'artère mésentérique supérieure, venir longer ici la veine rénale, mettre à nu la veine cave et vers l'extérieur, nettoyer les tissus. Une fois qu'on a enlevé tout ça, eh ben, il va falloir reconstruire, puisqu'on se retrouve avec un estomac qui est fermé, une voie biliaire qui est ouverte, un pancréas qui est ouvert et un intestin qui n'est connecté à rien. Donc, il va falloir reconstruire. On reconstruit avec une anastomose pancréatico-gastrique ou pancréatico-jéjunale, qu'on appelle la technique de Whipple. Vous voyez ici, on va prendre du jéjunum, on va l'anastomoser, le coudre au canal pancréatique principal, au canal de Wirsung. Il va falloir faire, on peut également faire une pancréatico-gastrique. On va ouvrir l'estomac et faire une couture sur la face postérieure de l'estomac entre ce Wirsung et l'estomac. Donc, on voit comme ça, ici par transparence, le pancréas qui vient se jeter directement dans l'estomac. Il va falloir reconstruire le trajet biliaire avec une anastomose hépatico-jéjunale qui est terminolatérale et enfin reconstruire la partie alimentaire avec une anastomose gastro-jéjunale. Et donc, au total, sur cet exemple, vous voyez une anastomose pancréatico-gastrique. Et ben, on se retrouve avec une anse intestinale ici qui est anastomosée à la voie biliaire, qui récupère la bile et qui vient se réunir avec l'anse alimentaire et l'anse pancréatique, puisque les aliments arrivent ici dans l'estomac. Les enzymes pancréatiques viennent ici directement dans l'estomac, puisque l'estomac est anastomosé, et le tout part dans le tractus digestif. Les suites post-opératoires de cette intervention, eh ben, elles sont quand même très compliquées. La mortalité, aujourd'hui, on dit qu'elle est inférieure à 5% de manière générale, mais c'est un chiffre qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes. Pourquoi? Eh bien, par exemple, parce que les Américains ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça une base de données de plus de 68 000 DPC et ont rapporté une mortalité de plus de 7%, presque 8% de mortalité si on prend tous les DPC confondus. Pour ce qui est de la France, le rapport français qui avait été fait en 2009-2010 par le professeur Jean-Robert Delperrot de Marseille, eh bien, avait rapporté 9% de mortalité si on prenait toutes les DPC faites en France, 5% pour les pancréatectomies gauche. Et les 9% que vous voyez là, si on prend toutes les DPC, si on prend les centres experts de chirurgie pancréatique, cette mortalité était divisée par 2, environ 4,5%, ce qui reste beaucoup pour une chirurgie programmée de cancer en 2022. Mais ça pose aussi des questions de savoir est-ce qu'il ne faut pas centraliser ce type de chirurgie, puisque quand on prend toutes les chirurgies opérées, on est à 9% de mortalité, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui ont 10, 15, 20% de patients qui ne sortent pas de l'hôpital après l'intervention, versus donc les 4% de mortalité dans les centres experts. Une chirurgie grevée d'une grande morbidité également, avec en fonction des séries de 20 à presque 60% de morbidité. La principale complication, c'est la fistule pancréatique. Entre 5 et 40% des malades qui ont une fistule pancréatique. Au niveau de l'anastomose, ça c'est un exemple d'anastomose pancréatico-jéjunale. Cette fistule, elle est liée à plusieurs choses, un retard de cicatrisation pancréatique, une pancréatite post-opératoire sur le moignon restant. La deuxième complication la plus fréquente, c'est la gastroparésie. L'hémorragie, très souvent liée à la fistule pancréatique, on va le développer dans quelques instants. La pancréatite aiguë, je viens d'en parler, et les autres complications médicales. Chez ces malades qui sont fragiles, ces malades qui sont dénutris avant d'aller au bloc opératoire, puisqu'ils avaient déjà une tumeur qui est agressive, et donc des complications médicales qu'il faut savoir également prendre en charge. On a parlé des cancers de la tête, les cancers de la queue qui sont traités par une pancréatectomie gauche ou pancréatectomie caudale lorsque la lésion, vous voyez, dépasse l'isthme pancréatique. On retire le corps et la queue du pancréas, plus ou moins la rate en fonction du type de tumeur. En tout cas, dans l'adénocarcinome, il est encore recommandé actuellement d'enlever la rate pour retirer les quelques ganglions qui se trouvent au niveau de la queue du pancréas. Et comme la queue du pancréas est dans le hile de la rate, eh bien, ça permet de retirer les quelques ganglions restants au niveau de ce hile splénique. Pas de reconstruction à faire, puisqu'on a juste une section du pancréas à réaliser. On se retrouve avec un moignon de pancréas, mais comme le pancréas continue de se drainer dans le duodénum, il n'y a pas de reconstruction à faire, contrairement à la duodénopancréatectomie céphalique.
Et on se retrouve donc en fin d'intervention. Là, vous voyez un patient qui a eu une résection pancréatique, enfin un schéma pardon, de résection pancréatique avec conservation de la rate, avec un moignon du pancréas, sans reconstruction particulière. L'estomac est dans son intégrité, le duodénum aussi, la voie biliaire, on n'y a pas touché. Vous voyez ici, ça c'est une image en post-opératoire. Le moignon du pancréas, qu'on voit très bien ici. Là, c'est un bout de veine mésentérique qui va se continuer à la veine porte. Ici, c'est la veine splénique. Ça, c'est l'artère splénique. Et ça, c'est la veine mésentérique inférieure qui vient se jeter dans la veine splénique pour faire le transplénomésaraïque. Ça, c'est un curage avec un pancréas complètement retiré, une conservation des vaisseaux et une conservation de la rate. Le risque chez ces malades, c'est la fistule pancréatique, puisqu'on se retrouve avec des patients qui ont ici un moignon pancréatique sur des tissus. Le pancréas, c'est un tissu très fragile. Ici, le sphincter d'Oddi, donc un muscle qui finalement ne facilite pas l'écoulement des sucs pancréatiques. Et donc, les patients, très rapidement, peuvent avoir un écoulement de suc pancréatique directement dans la cavité abdominale par le moignon, s'il est mal fermé ou s'il cicatrise mal. Et vous voyez que ce moignon pancréatique, il est en communication directe avec les vaisseaux. Donc, on a de l'amylase qui digère, qui peut digérer les vaisseaux et est responsable d'hémorragies très importantes. C'est pourquoi il est important de faire un drainage systématique de ces pancréatectomies gauches, même si on a un pancréas qui a l'impression qu'il va tenir, et de doser l'amylase dans les drains qui va nous permettre de poser le diagnostic de fistule pancréatique. Je termine par les pancréatectomies centrales, qui sont des chirurgies qui sont de plus en plus rares, qui consistent donc à traiter des lésions centrales du pancréas. On pourrait se permettre de retirer toute la partie gauche du pancréas, mais on risquerait de rendre le patient diabétique, de l'amputer d'une grande partie de sa fonction de sécrétion. Pour prévenir cela, on préfère retirer juste la partie centrale du pancréas, et là on se retrouve finalement avec le double problème de tout à l'heure entre la DPC et le pancréas gauche, puisqu'on va avoir un pancréas au niveau de sa tête qui va se drainer ici et une queue du pancréas qui se draine nulle part. Donc, il va falloir faire une anastomose pancréatico-gastrique le plus souvent pour anastomoser la partie caudale du pancréas dans l'estomac. Mais on est également à un risque très, très important de fistule pancréatique puisqu'on a un moignon ici du pancréas au niveau de la tranche et également un risque de fistule pancréatique au niveau de notre couture pancréatico-gastrique. Donc, on a un double risque de fistule chez ces patients. La fistule pancréatique, vous voyez, je répète, mais c'est vraiment très important, c'est le talon d'Achille de la chirurgie pancréatique. C'est 10 à 25% des PC, 40% des pancréatectomies gauches, 15 à 30% des pancréatectomies médianes. Et dans les énucléations, c'est un tiers des malades. Je n'ai pas développé les énucléations, encore une fois, parce que c'est des chirurgies qui sont très spécifiques pour des lésions extrêmement spécifiques. La fistule pancréatique, c'est la complication la plus fréquente de la chirurgie pancréatique, je vous l'ai dit, mais également la plus grave et potentiellement responsable d'un grand nombre de complications. Si on prend ici les complications clavien supérieures à 3, sur cette analyse multivariée, vous voyez que la fistule pancréatique a un odds ratio de plus de 7, donc multiplie par 7 le risque d'avoir des complications chez les malades. Comment est-ce qu'on diagnostique une fistule pancréatique? Eh bien, c'est le taux d'amylase dans le drain qui va être comparé au taux d'amylase dans le sang du patient. Et si ce taux d'amylase dans le drain est supérieur à 3 fois le taux dans le sang, vous êtes en présence d'une fistule pancréatique. En général, il n'y a pas de doute. Quand on a une amylase à 10 000 dans un drain, il n'y a pas de question à se poser. Quand on a une amylase à 200, 300, il faut regarder le taux sérique. Évidemment, toujours laisser le drain en place pour que la fistule pancréatique puisse être drainée et comme je vous l'ai montré sur la photo, que le liquide ne soit pas en contact, ou en tout cas le moins possible avec les vaisseaux. Et le diagnostic de fistule pancréatique ne peut être fait avant J3, mais on dose quand même les dosages à J1, à J3 et à J5. Comme ça nous permet, s'il y a une fistule à J3, de regarder quels étaient les taux à J1 et de voir si le patient a bien fait une fistule. La fistule, c'est la cause la plus fréquente de décès après pancréatectomie. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce risque de fistule? Il y a plusieurs travaux qui ont montré que la réalisation d'une anastomose pancréatico-gastrique diminuait le taux de fistule pancréatique, notamment les travaux du professeur Bachelier de Strasbourg pour ce qui concerne la France. Cette anastomose pancréatico-gastrique diminuerait, et je parle au conditionnel,
les taux de fistule pancréatique, parce qu'il y a des tas de travaux, notamment asiatiques, japonais, qui n'ont pas montré de différence, qu'on fait des études randomisées entre des patients qui avaient une anastomose pancréatico-gastrique, des patients qui avaient une anastomose pancréatico-jéjunale, et l'essai randomisé n'a pas montré de différence. Alors peut-être que c'est une façon de faire, peut-être que c'est une question de chirurgie indépendante qui fait que dans certains centres, la pancréatico-gastrique finalement ne fait pas mieux. Mais gardez en tête que beaucoup de chirurgiens sur des pancréas qui sont à risque de fistule font des pancréatico-gastriques. Une autre façon de prévenir cette fistule, ou en tout cas les conséquences graves de la fistule, eh bien, c'est de mettre un stent au niveau de l'anastomose. Vous voyez sur ce schéma, de mettre un petit drain qui va venir dans le pancréas, qui sort ici, qui va sortir par l'anse et qu'on va faire sortir par le ventre du malade, qui va permettre d'évacuer, pas 100%, mais en tout cas le plus possible, de sécrétion pancréatique, ce qui peut-être protège l'anastomose de sa cicatrisation, puisqu'il n'y a pas de suc qui digère la couture et l'anastomose. Et même si la fistule se fait parce que les tissus ne cicatrisent pas, eh bien, le liquide pancréatique, ces enzymes digestives se retrouvent extériorisées à l'aide du drain et ne vont pas aller digérer les vaisseaux, et le patient est à moins à risque d'hémorragie. Dernière alternative, très chère et même en France de moins en moins utilisée, ce sont les analogues de la somatostatine. La somatostatine, c'est un médicament qui permet de diminuer la vascularisation splanchnique, donc diminuer la vascularisation du pancréas, comme vous fermez un tout petit peu le robinet de la vascularisation pancréatique. Et si le pancréas est moins vascularisé, eh bien, il sécrète moins d'enzymes pancréatiques. Et donc, potentiellement, pourrait donc diminuer le risque de fistule, ou si fistule il y a, favoriser la guérison de cette fistule. Au total, en conclusion, donc, sur cette chirurgie pancréatique, eh c'est un peu pareil que pour la chirurgie du cholangiocarcinome. C'est une chirurgie qui est complexe, qui reste difficile, même en 2022, à cause, on l'a vu, des rapports anatomiques du pancréas avec les gros vaisseaux, la veine cave, l'aorte, l'artère mésentérique supérieure, le tronc-porte, et le risque de complications graves liées à cette chirurgie, le risque de hémorragie qui est très important, le risque de fistule. C'est une chirurgie d'expérience. Il faut qu'elle soit réalisée dans des centres experts, ou en tout cas avec des gens qui ont l'habitude, qui ont été bien formés à faire de la chirurgie pancréatique pour une prise en charge optimale des malades. La prise en charge optimale, c'est déjà une prise en charge qui commence en préopératoire avec un bon bilan d'imagerie, être sûr que la lésion elle est résécable, qu'elle n'envahit pas des vaisseaux, qu'il ne va pas falloir réséquer de la veine porte ou réséquer de l'artère. La réhabilitation des malades, c'est des malades qui arrivent dénutris, je vous l'ai dit à l'intervention, et qui se dénutrissent très rapidement, notamment à cause de la cholestase. Donc, il va falloir proposer une réhabilitation, une renutrition avant l'intervention, avec peut-être une sonde de nutrition naso-gastrique. Une prise en charge optimale dans un centre expert pour le péropératoire, pardon, il y a une coquille là, le péropératoire, donc l'intervention en elle-même, chirurgicalement exigeante, et également le post-opératoire pour savoir gérer les complications, la gestion de la fistule, la gestion éventuellement d'une thrombose veineuse, la gestion d'une hémorragie secondaire à la fistule, et idéalement avec un plateau de radiologie interventionnelle, ou en tout cas une équipe chirurgicale entraînée qui peut réopérer un patient pour stopper une hémorragie artérielle ou veineuse si celle-ci survient. Voilà, j'en ai terminé pour ce cours. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec plaisir vos questions. Oui, merci beaucoup, docteur Daniel, pour cette présentation qui a été très très claire. Vraiment merci pour votre disponibilité, merci pour cette riche présentation. Voilà, nous sommes maintenant dans l'étape de la série questions-réponses. Je ne sais pas, chers membres, chers participants, est-ce que vous avez des préoccupations, des soucis ou bien des questions par rapport à cette thématique? Donc, le docteur Daniel vient de nous parler en fait du cancer bilio-pancréatique, où nous avons vu les cholangiocarcinomes ainsi que le cancer au niveau du pancréas. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de quelques éclaircissements ou des questions par rapport à ça. Et il est là pour nous répondre. À vous la parole. Celui qui a la question peut lever la main et il sera choisi. Docteur Njibou, vous avez la parole. Oui, merci.
Ma Est-ce première que... préoccupation, c'est au niveau du S'il vous plaît. cholangiocarcinome hépatique. Docteur, Hier, Oui. je voulais se dire. Je voulais allô? savoir au niveau de Allô, la attendez, s'il vous chirurgie, hein, plaît. le type. Pardon? Oui, là où vous êtes, il y a beaucoup de bruit. Vous Allô? vous déplacez, s'il vous plaît. Docteur Ndjibou, Oui. là où vous êtes, il y a beaucoup de bruit. Vous pouvez vous déplacer? C'est bon, hein? Oui, vas-y. C'était ceci. Vas-y, à vous la parole. Oui, ma première On cholangiocarcinome. n'entend pas, on n'écoute pas. Si vous pouvez augmenter le volume. Première question, c'est au niveau du cholangiocarcinome. Oui. Oui. J'aimerais un peu savoir. On n'écoute pas, s'il vous plaît. Augmentez le volume. On vous entend, oui, on vous entend très mal. Le volume est presque à la fin. Justement, à la fin avec. Je vous Pardon? entends pas Vous m'entendez? du tout. Non, faites rapprocher votre téléphone, hein. Non. Bon, vous allez poser la question même après. Le temps pour nous de passer à d'autres personnes parce que il faut essayer un peu de voir, hein, parce que le volume, votre volume est très bas. Vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y, vas-y. Allô? J'ai deux petites questions. Allô? Oui. On vous entend très mal. Car moi, je vous entends très mal. J'écris alors, je peux même écrire, hein? Écrivez. Oui. Écrivez la question, je la lirai et comme ça tout le monde pourra en profiter. En attendant, on peut, ici, il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. D'accord, j'écris alors. Docteur Merci. Hugues, vous avez la parole. Docteur Hugues. Ok, merci professeur pour votre présentation. Tout au début de votre exposé, vous avez dit que les deux cas que nous venons d'aborder va englober toute la partie d'intervention, en fait, la chirurgie sur le foie et le pancréas. Mais ma préoccupation est beaucoup plus axée sur les kystes. En cas de kystes, Ouais. des kystes du pancréas, non, les kystes du foie plutôt, de grand Ouais. volume et Ouais. ces kystes, ils créent déjà des douleurs et tout ça. Alors, Ouais. la prise en charge que vous Quelle est préconisez, la je ne prise en sais charge? pas. Ok. C'est une très bonne Les drainage ou question. bien vous passez à l'étape chirurgicale parce que certains auteurs ne préfèrent pas les drainages parce qu'il y a des fois des cas de récidive, ils préfèrent opérer. Alors, je voudrais un peu avoir votre avis sur la prise en charge des kystes Eh du ben, foie. je vous remercie pour cette question. Ça va permettre de compléter le topo. Effectivement, sur la chirurgie biliopancréatique, comme j'ai dit dans l'introduction, si on veut parler de chirurgie biliopancréatique, il y a tellement de pathologies qu'une heure et demie, vraiment, ça ne suffit pas. Et puis, ça ne sert à rien de faire un listing. Donc, c'est pour ça que je me suis concentré sur ces deux pathologies très graves. Pour ce qui est des kystes hépatiques, qui sont un phénomène fréquent, qu'on retrouve, mais pas grave. Pour ce qui concerne la prise en charge des volumineux kystes biliaires, j'imagine que c'est de ça dont vous voulez parler. Les volumineux kystes biliaires, il y a deux alternatives que vous avez très bien expliquées. Soit le drainage pour que ce soit le moins invasif, donc on va ponctionner le kyste, on va évacuer le liquide du kyste et c'est tout. Le risque de récidive de ces kystes, eh ben, il est en fait de quasiment 100%, puisque le liquide qui est dans ces kystes va finir par se reconstituer, même si on vide l'intégralité du kyste. C'est une alternative qui est possible pour des patients qui sont fragiles ou qui ne veulent pas être opérés, où on peut proposer cette technique-là vraiment comme première intervention chez quelqu'un qui a un peu peur de l'opération. Chez nous, sur des kystes du pancréas, chez un patient opérable qui n'a pas de grosse comorbidité, la prise en charge, c'est la résection chirurgicale, ce qu'on appelle la marsupialisation du kyste, c'est-à-dire qu'on va prendre le kyste hépatique, si vous voyez à la vidéo, et en fait, on va le décapiter par le haut pour retirer la partie supérieure du kyste. On ne va pas aller gratter l'intégralité
du kyste biliaire, parce que là, on va se retrouver à aller retirer la coque, et dans le fond, la coque elle est au contact avec des vaisseaux, des canaux biliaires, peut-être même avec la veine cave, donc on risque de faire des bêtises. On va surtout pas gratter le fond de la coque, on prend le kyste et on va le décapiter, on va vraiment le couper au niveau de sa tête, ce qu'on appelle une marsupialisation. Et déjà avec ça, on va avoir retiré quasiment la moitié de la paroi kystique. Et donc, le risque de récidive, il existe. On ne peut pas dire aux malades que vous n'allez pas récidiver. Souvent, ces malades récidivent d'ailleurs, mais ils récidivent dans de moindres mesures. Donc, en tout cas pour moi, chez un malade qui n'a pas d'opposition, qui n'a pas de facteur de comorbidité, l'intervention, c'est la fenestration du kyste chirurgical. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu très bien. Après avoir limité et avoir bien fait le bilan du kyste pour être sûr que ce ne soit pas un kyste parasitaire qui peut être parfois avec des kystes très volumineux, qui peut donner des kystes très volumineux, mais ce n'est pas du tout la même image, le kyste parasitaire et le kyste biliaire simple. Le kyste parasitaire, il a des parois très épaisses, il a parfois des calcifications en son sein. Le kyste parasitaire, surtout pas à décapiter, en tout cas pas à traiter de la même façon. Donc, si je vous ai bien compris, professeur, c'est-à-dire que ces images, nous allons les retrouver en fait à l'IRM, à l'échographie, ou bien c'est quel examen qui va nous déterminer les quelques caractéristiques sur, par exemple, la paroi qui sera épaisse en cas de kyste parasitaire. Ce sera à l'échographie. À l'échographie, on va le voir. À l'échographie, le kyste parasitaire également, il va avoir plusieurs petites cloisons, plusieurs petites logettes, donc qui est également un facteur qui va vous mettre la puce à l'oreille et vous dire en tout cas pas ouvrir le kyste comme je vous l'ai décrit. Donc principalement l'échographie, le scanner est un très bon examen si vous y avez accès. L'IRM, c'est l'examen de luxe, mais même nous en France, on ne fait pas tout le temps des IRM aux kystes biliaires simples. Sur les kystes parasitaires, il va falloir faire une IRM parce qu'il va falloir voir si le kyste communique ou non avec la voie biliaire. Le kyste parasitaire peut communiquer avec la voie biliaire et dans ces cas-là, pour la prise en charge et le traitement chirurgical, ça change un tout petit peu la donne. Donc échographie dans un premier temps, scanner, oui, et IRM si vous avez des arguments pour un kyste parasitaire. Une petite précision, professeur. Alors, s'il s'agit d'un kyste parasitaire, c'est-à-dire que lorsqu'on fera une ponction, là, on ne va pas voir les récidives, ou bien, je ne sais pas, ça pourra toujours venir, d'autant plus c'est un kyste. Juste si ça. Vous avez un kyste parasitaire, la ponction est interdite, parce qu'avec la ponction, vous risquez de disséminer des kystes dans la cavité abdominale, et le patient va se retrouver avec une parasitose diffuse de la cavité abdominale. Donc, ponction interdite, 6 kystes parasitaires. 6 kystes parasitaires, c'est traitement antiparasitaire Péros pendant 2 mois avec des comprimés, comme par exemple l'albendazole. Vous traitez pendant 2 mois. Vous refaites une sérologie parasitaire après le traitement par albendazole et on espère que la sérologie s'est négativée. Il faut également observer sur le scanner, dans ces cas-là, une calcification du kyste parasitaire, puisque le kyste parasitaire qui est en train de mourir, les parasites sont en train de mourir, eh bien, ça entraîne une calcification, notamment de la paroi du kyste. Donc ça va vous argumenter comme quoi votre traitement médical a été efficace. Et dans un troisième temps, c'est la chirurgie. Et la chirurgie, ce n'est pas une ponction du kyste ou un drainage du kyste, c'est une résection, pour le coup, du kyste, en enlevant tout le kyste jusqu'au fond, ou en faisant une hépatectomie avec une tranche hépatique en fonction de la taille du kyste et de la localisation du kyste. Si vous pouvez faire une hépatectomie complète, c'est mieux, parce que si vous faites une kystectomie, c'est-à-dire vous retirez le kyste dans son intégralité, vous avez quand même un risque d'ouvrir ce kyste, de faire une brèche dans le kyste et donc de disséminer quelques parasites peut-être encore vivants. C'est deux prises en charge complètement différentes. Ok, merci professeur. Merci, c'était vraiment une question très riche. Merci vraiment, c'était une question très riche pour moi. Alors, nous pensons à la deuxième question. C'est Dr Ndjibou. Elle a quand même pu écrire. Elle a dit si les cholangiocarcinomes hilaires, la résolution du type 3, alors, il faut voir le volume du foie restant avec le poids du patient. Admettons que cela est compatible. Est-ce que ces patients vont continuer à s'alimenter comme avant ou il y aura des interdits?
Alors, donc, si on évalue le volume hépatique pour vérifier s'il est compatible en termes de poids avec le poids du malade, il n'y a pas de contre-indication particulière alimentaire puisque le foie, il va être initialement compatible, mais ça ne va pas représenter une fonction parfaitement suffisante pour le patient. Donc, de toute façon, le foie va s'hypertrophier, le foie restant, même si au moment où on opère, le volume hépatique est suffisant pour le malade. Ce foie va continuer à grossir après l'opération. Et à part quelques hépatotoxiques pour lesquels il faut faire attention, mais c'est surtout en post-opératoire immédiat, il n'y a aucune contre-indication pour les patients, aucune contre-indication alimentaire. Est-ce que, Madame Djibou, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, oui, Ça va? il reste une deuxième question. Ça Votre... va, mais la deuxième Il y a une question, autre question et elle a posé une deuxième question. La Oui. question se porte sur la prévention de la fistule dans l'adénocarcinome pancréatique. Vous avez dit qu'il faut un drain qui sera extériorisé par l'abdomen. J'aimerais savoir s'il y a une durée pour laquelle il faut faire l'ablation ou si le patient vivra avec pour le reste de sa vie. Très, très bonne question. Lorsque l'on fait on met un drain, hop, je vais essayer de vous retrouver la diapo très rapidement. Normalement, vous voyez encore mon écran. J'espère. Toc, toc, toc. Il était où ce drain? Il était là. Toc. Je ferme ça. Vous voyez ce drain-là, donc il est dans le pancréas, on le fait passer dans l'anse et on le fait sortir au niveau de l'anse digestive du malade. C'est un drain pour lequel il faut juste garder les accolements, comme quand on met un drain, quand une jéjunostomie par exemple. C'est un drain que le malade va garder 5 à 6 semaines. Et ensuite, on le retire en consultation après 5 ou 6 semaines. Je pense que j'ai répondu à votre question. Il ne le garde pas toute sa vie. C'est un drain qu'il va garder 5 à 6 semaines. Je vous entends plus du tout. Plus personne. Pourquoi je n'ai plus de merci son? beaucoup, professeur. Ah, merci. Alors, dans les autres questions, je vais repartir d'en haut si vous êtes d'accord. Je vous remercie pour vos encouragements et vos félicitations. C'est très, très gentil. Je veux savoir les différents types de métastases de l'adénocarcinome du pancréas. Très bonne question. Je n'ai pas développé les métastases pancréatiques les métastases d'adénocarcinome du pancréas, puisque les malades métastatiques, par définition, ne sont plus opérables, et que la thématique était la chirurgie du pancréas. Grosso modo, il faut retenir 3 sites métastatiques privilégiés. La métastase locale, l'envahissement local, c'est les patients qui vont faire des carcinoses péritonéales. Le site privilégié à distance, c'est le foie, probablement parce que le pancréas se draine par la veine porte en direction du foie, donc les métastases hépatiques. Et le troisième site, c'est les métastases pulmonaires. Les métastases osseuses sont très rares, les métastases cérébrales sont extrêmement rares, les métastases cutanées, c'est vraiment des choses rarissimes. Retenez métastases hépatiques, métastases pulmonaires et la métastase locale au niveau de la carcinose péritonéale. C'était la question de M. Joël Bossemi. La question suivante. Il y avait la question suivante. Si vous voulez, comme vous voulez la lire ou je... Oui, vous pouvez lire, pas de problème. Je veux savoir la place de la radiothérapie dans notre sujet. Question de Technospark 8P. La radiothérapie pour les malades opérables. Alors, il faut savoir que pour les malades opérables, il n'y a pas de place pour la radiothérapie, encore pour le cancer du pancréas. Et la radiothérapie n'a pour l'instant que de la place pour les patients qui ont une lésion localement avancée, donc avec une lésion qui va toucher des vaisseaux, la veine porte, la veine cave ou l'artère mésentérique supérieure, des patients qui ont reçu d'abord une chimiothérapie et à qui on proposera une radiothérapie après la chimio. Et après la radiothérapie, on refera encore un scanner et on verra est-ce que la lésion a diminué de taille, est-ce que la lésion a quitté le contact vasculaire et donc est-ce qu'elle est éligible à une résection chirurgicale. Donc il y a une place dans la radiothérapie, mais pour l'adénocarcinome du pancréas que chez les malades localement avancés avant la chirurgie. Après la chirurgie, en France, il n'y a pas de place pour la radiothérapie. Et pour le cholangiocarcinome, la radiothérapie n'est également faite que pour les malades non opérables,
c'est-à-dire les types 4, où la lésion envahit complètement le pédicule et les malades sont non opérables. Dans ces cas-là, il y a une indication à une radiothérapie parce que finalement, à part la chimio et la radiothérapie, on ne peut pas proposer grand-chose à ces malades-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y avait les questions de Madame Njibou, donc ça j'ai répondu. Il y a Docteur Mouindo qui me pose 2 questions. Les conduites à tenir sur les kystes pancréatiques et quand indiquer une dérivation biliodigestive. J'imagine c'est aussi pour les adénocarcinomes du pancréas. Alors, et je réponds du coup aussi à la question de M. Joël Bossomi qui demande juste après le traitement des kystes pancréatiques. Alors, les traitements des kystes pancréatiques, c'est une question qui est très complexe, puisque les kystes pancréatiques, il y en a beaucoup. Est-ce que, monsieur l'organisateur, pardon, je ne connais pas votre nom, est-ce qu'on a encore 5-10 minutes? Oui, docteur Daniel. Oui? Oui. Ok, alors je vais quitter ce diaporama et je vais vous mettre juste une autre diapositive sur les kystes pancréatiques qui est très claire. Vous allez voir sur la prise en charge des kystes pancréatiques, comme ça répondra à la question et puis ce sera peut-être bénéfique pour tout le monde. Je réponds juste avant à la question sur la dérivation biliodigestive et la chimiothérapie. La dérivation biliodigestive dans le cancer du pancréas, c'est pour les patients qui sont non résécables et pour lesquels la mise en place de la prothèse soit a échoué, soit est très compliquée, soit elle est impossible. Je ne sais pas quel accès vous avez à l'endoscopie et notamment à l'endoscopie interventionnelle, mais dans des régions où c'est plus difficile à avoir, les malades qui sont non opérables, qui sont jaunes, il faut leur proposer une dérivation biliodigestive. Sinon, c'est des malades qui vont se dénutrir et qui vont mourir encore plus vite et qui ne pourront jamais avoir la chimiothérapie, puisque par définition, pour recevoir de la chimiothérapie, il faut avoir une bilirubine inférieure à 50. Donc, si on ne peut pas mettre un drainage endoscopique ou un drainage percutané aux patients, il faut leur proposer une dérivation biliaire ou biliodigestive, selon ce que vous pouvez faire. Donc, soit une dérivation que de la bile, soit une dérivation de la bile et de l'estomac pour que le patient puisse manger aussi. Et ce sera une condition sine qua non pour pouvoir faire ça, c'était pour ça. Et donc, je vais revenir en 2 petites secondes et je vais vous hop, voilà, présenter une diapositive finale, la toute dernière diapositive. Je vous laisserai un petit peu de temps. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah non, vous ne pouvez pas voir. Je n'ai pas encore fait de partage d'écran. Oui. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire la diapositive est bien partagée? De la paroi du kyste. Si j'ai un bourgeon tissulaire dans un énorme kyste pancréatique, c'est ce qu'on appelle un cyste adénocarcinome ou la TSPP. Et la TSPP, c'est une tumeur idéalement qu'il faut retirer. Elle est à risque de dégénérescence. Lorsque vous avez un bourgeon tissulaire, vous n'en avez pas,
la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la lésion, elle est ronde ou est-ce que la lésion, elle est lobuleuse, nuageuse? Si la lésion, elle est ronde, vous devez vous demander est-ce que la paroi, elle est épaisse? Si cette paroi, elle est épaisse, vous devez regarder le temps à l'injection au niveau du scanner. Est-ce qu'il y a une prise de contraste artériel? Si vous avez un kyste avec une paroi épaisse et une prise de contraste artériel, vous êtes devant une tumeur endocrine kystique. La tumeur endocrine kystique, vous voyez là j'ai mis un peu de jaune, ce sont des tumeurs qu'il faut réséquer dans à peu près un tiers des cas. Si vous avez une paroi épaisse dans une lésion ronde, que vous avez à la ponction, donc pas de prise de contraste artériel, mais un ACE élevé, vous êtes devant un cystadénome mucineux. Le cystadénome mucineux, vous le voyez ici, il est réséqué dans la moitié des cas, puisqu'il est réséqué s'il fait plus de 5 cm et s'il est symptomatique. Vous avez toujours une lésion ronde, mais vous n'avez pas de paroi épaisse. Si vous avez une lésion ronde, pas de paroi épaisse, vous êtes devant un cystadénome séreux. Et les cystadénomes séreux macrokystiques sont bénignes. N'allez pas opérer un patient du pancréas avec un cystadénome séreux. Vous allez peut-être lui couper une fistule pancréatique, il va faire des complications, il va peut-être mourir, alors que c'est la lésion. Si on revient à notre lésion qui n'est pas ronde, mais notre lésion qui est lobuleuse, multilobuleuse, la question c'est est-ce que ce sont des multilobuleuses multiples? Et est-ce que les lésions multilobuleuses communiquent avec le canal? Elles ne sont pas multiples, il y en a une seule et elles ne communiquent pas avec le canal. Vous êtes devant un cystadénome séreux typique. Le cystadénome séreux typique, c'est un kyste avec des petits kystes dans le kyste. C'est comme si vous aviez vraiment une grappe de raisin à l'intérieur d'un kyste. C'est ce qu'on appelle un cystadénome typique, et ben c'est pareil que le cystadénome séreux macrokystique. Ces deux lésions, vous ne devez jamais. Si vous avez des lésions multiples en nuage qui communiquent, donc une tumeur intrapapillaire mucineuse du pancréas, examen à faire. Wirsungo IRM, donc IRM du pancréas, et déjà l'apparition d'un nouveau cancer, l'augmentation de la taille du kyste en moins d'1 an, etc., etc. Ça, c'est bien défini les recommandations sur les TIPMP. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez de cet arbre diagnostique pour les kystes pancréatiques. Il permet assez bien, je pense, de répondre à la question des deux participants pour savoir comment on fait et quelle est la prise en charge chirurgicale de ces kystes. Il y a Madame Lys QA qui également souhaitait, je pense, poser une question. Oui, bonsoir docteur. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien. Oui, je voulais savoir quels sont les facteurs de risque pour les deux cancers. Vous avez parlé du cholangiocarcinome et les cancers pancréatiques. Alors, oui. À moins que vous n'ayez pas énuméré cela, je voulais savoir en fait. Est-ce qu'ils partagent les mêmes facteurs de risque? Je ne les ai pas énumérés. Ils partagent un peu les mêmes facteurs de risque. Mais en fait, c'est des facteurs de risque qui sont assez mal définis. Ouais. Le principal, c'est le tabac. Le tabac pour les deux cancers. Pour le cancer du pancréas, va se rajouter le diabète préexistant et le facteur génétique, c'est-à-dire un antécédent de cancer pancréatique dans la famille. Pour le cholangiocarcinome, il y a notamment les maladies des voies biliaires, les maladies inflammatoires des voies biliaires, comme la cirrhose biliaire primitive ou la cholangite sclérosante primitive, qui sont des maladies inflammatoires des voies biliaires et qui sont des facteurs de risque de cancer, pour la simple et bonne raison que vous avez une inflammation chronique, donc des cellules qui passent du temps à se réparer, à repousser, se réparer, à repousser, et puis à un moment, il y en a une qui dégénère.
Voilà, grosso modo, pour les principaux facteurs de risque, que ce soit pour le pancréas ou pour que ce soit pour le cholangiocarcinome. Merci, docteur. Merci à vous. Docteur Daniel, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute. Très bien. Oui, je disais concernant les cholangiocarcinomes au stade 4 où l'action thérapeutique est décevante, est-ce que la transplantation hépatique est possible? Alors, la transplantation hépatique est proposée dans un certain nombre de centres et dans le cadre de protocoles pour l'instant. Oui, la transplantation fait partie des alternatives thérapeutiques chez des malades qui sont extrêmement bien sélectionnés. Donc, c'est des patients jeunes. Bien évidemment, il faut qu'ils rentrent dans le critère de la transplantation hépatique, c'est-à-dire moins de 65 ans, en tout cas en France. C'est des patients qui reçoivent de la chimiothérapie, qui doivent répondre à la chimiothérapie, donc pas de progression sous chimiothérapie, qui reçoivent une radiothérapie pour irradier la zone, pour essayer de détruire au maximum les cellules tumorales, qui après cette chimio, après cette radiothérapie, ont une première chirurgie avec un picking ganglionnaire, donc un curage ganglionnaire de tout le pédicule hépatique. On ne va pas juste regarder le scanner, l'IRM, le PET scan pour voir s'il y a des ganglions positifs. On va aller retirer tous les ganglions de la région. On les envoie dans la pâte et on est sûr que ce patient, il est N0. Et après ça, le patient peut être inscrit sur liste de transplantation. Encore une fois, c'est un cadre de protocole. C'est ce qu'on appelle le protocole Mayo Clinic, qui a été développé par la Mayo Clinic à Rochester, aux États-Unis, et qui développe cela. Et on en fait quelques-uns à Paul Brousse, mais les patients sont extrêmement sélectionnés et les malades qui sortent du protocole parce qu'ils ont progressé sous chimiothérapie ou qu'ils ont progressé sous radiothérapie ou qui n'ont pas progressé ni sur l'un ni sur l'autre, mais à qui on fait le picking ganglionnaire, le Lily, écris-moi après dans la ligne de connexion. Non, mais ça, c'est maintenant dans une conférence au Katinga. et curage ganglionnaire des tumeurs droites et les curages ganglionnaires des tumeurs gauches. Donc, en ce qui concerne les tumeurs gauches, il était reconnu qu'il fallait 12 ganglions et un papier récent qui dit qu'il faut jusqu'à 17 ganglions pour pouvoir bien faire le staging ganglionnaire. Pour ce qui est des DPC, on considère qu'une DPC avec 12 ganglions, c'est une DPC qui est bien faite. À savoir que, vous savez probablement, en chirurgie pancréatique, le statut N+, contrairement par exemple au colorectal, le statut N+, n'a aucun impact sur la prise en charge thérapeutique des malades. Le patient qui est N0, il a la même chimiothérapie après sa chirurgie que le patient qui est N+. Donc là, on est encore, pour le pancréas, on a du mal à savoir à quoi sert le curage ganglionnaire, à part retirer évidemment un maximum de ganglions. On sait que les patients qui ont des ganglions positifs ont un pronostic moins bon, mais en tout cas, le curage ganglionnaire, c'est pas comme dans le cancer colorectal, où la chirurgie elle est bien faite au-dessus de 12 ganglions et mal faite si elle est en dessous de 12 ganglions, parce que en fonction du statut N+, l'indication de la chimiothérapie est différente. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Considérez 17 ganglions pour la queue, 12 pour la tête. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes vos questions? Oui, jusque-là ça va. Jusque-là ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, docteur Daniel, comment peut-on faire le diagnostic différentiel entre l'angiocolite et le cholangiocarcinome? Entre l'angiocolite et le cholangiocarcinome, l'angiocolite,
Ça peut compliquer un cholangiocarcinome puisque c'est un obstacle sur la voie biliaire principale qui va être responsable de l'infection des voies biliaires. En tout cas, pour ce qui concerne l'angiocolite simple, par rapport au cholangiocarcinome, sur une échographie, normalement, toute simple, vous n'allez pas avoir de masse, en tout cas d'infiltration hilaire au niveau du hile hépatique à l'échographie. L'autre façon également de distinguer, eh bien, c'est que dans l'angiocolite, vous allez potentiellement avoir une dilatation diffuse des voies biliaires parce que vous allez avoir un calcul qui est en bas au niveau de la voie biliaire principale. Dans le cholangiocarcinome, vous allez avoir une dilatation uniquement en intrahépatique et rien au niveau de la voie biliaire principale, pas de dilatation puisque la tumeur se retrouve pile poil au niveau de la bifurcation. Comme ça que je pourrais vous aider à distinguer les deux. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Non. Non, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que la présentation a été très claire, limpide? Très bien, très clair. Oui, oui. Oui, c'est Très bon, excellent. c'est bon. Très excellente, vraiment. Ok. Très clair. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous Très sommes, bien. Merci beaucoup. oui, nous sommes presque à la fin de notre. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre. S'il vous plaît, docteur Daniel, concernant l'antigène CA19.19 point 9. Et Marqueur tumoral plutôt. oui, ces marqueurs-là, est-ce que lors du cholangiocarcinome, c'est vraiment les marqueurs les plus excellents qu'on trouve? Est-ce que dans certains types-là, on ne peut pas passer sans pour autant les Oui, découvrir? le CA19-9, c'est le marqueur que vous devez faire pour le cholangiocarcinome et pour l'adénocarcinome du pancréas. C'est les deux marqueurs. Encore une fois, ils ne sont pas spécifiques ni de l'un ni de l'autre. Et ils ne sont également pas spécifiques en cas de cholestase. Donc, si vous avez une bilirubine élevée, vous allez avoir un CA19-9 élevé. Donc, c'est le marqueur qui effectivement est à réaliser dans cas de suspicion d'adénocarcinome du pancréas ou de cholangiocarcinome. Vous pouvez également faire l'ACE qui est moins spécifique. Ok. Nous sommes presque à la fin de notre session d'aujourd'hui. Voilà, docteur Daniel, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de clôturer? Vous remercier tous pour votre attention. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. C'était des très bonnes questions qui ont permis d'aborder notamment, par exemple pour les kystes biliaires ou les kystes pancréatiques, des sujets que j'ai pas traités, mais qui font également partie de votre quotidien, j'imagine, dans la prise en charge et qu'il faut, même si c'est pas des maladies qui sont forcément mortelles, qu'il faut bien savoir justement prendre en charge. Donc, je remercie tout le monde pour la participation, le fait qu'il y ait eu des questions. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible pour vous passer ces messages-là. Et ce sera un plaisir de vous refaire un cours dans une autre session ou l'année prochaine avec d'autres étudiants si l'occasion se présente. Ok, merci infiniment. C'est à nous d'ailleurs de Merci à tous. Pour votre en dehors de vos obligations personnelles, vous avez quand même pu vous sacrifier pour nous donner ces belles présentations. Alors j'espère que ce n'est pas la dernière. Nous aurons organisé d'autres oui, avec vous. Vous voyez comment est-ce que tout le monde est content de vous. Tout le monde est content vraiment de vous écouter ce soir. Super. Oui. Sinon, nous sommes Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que merci à tous. Le docteur Marguerite sera déjà disponible, je pense. Merci. Oui, il sera disponible le mercredi, c'est acté. On a acté l'échange. C'est pour ça qu'il a échangé avec moi, parce qu'il était disponible. D'accord. À quand seront disponibles les diapositives? Je vois avec, si vous voulez, vous m'envoyez un mail et puis je vous les transférerai dès qu'elles sont prêtes. Donc, je peux vous les transférer. D'accord. Merci beaucoup. Sinon, bonne soirée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous. Ok. Excellente soirée. Au revoir. Merci.
revoir. We testify, we celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. You stood by me when no one could. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, come on, of how you took away my shame. Now listen, you make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a lost for words. I'm in a lost. My life is not the same again. We testify, we celebrate for all you've done. Lord, we give you all the praise. We testify, and we celebrate, for all you've done. Lord, we give you all the praise. We testify, for everything, for all you've done. Lord, we give you all the praise. We testify, we celebrate, we celebrate. Lord, we give you all the praise. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Okotanga motema yo lambwisa ngai